Alors, déjà, les pathologies qui sont nutritionnelles, elles, par définition, et après on verra les pathologies qui sortent un petit peu de tout ça. Alors pourquoi on parle de pathologie? Parce qu'effectivement dans la groupe de population qui nous intéresse, là, les plus de 75, mais en tout cas les plus de 80 surtout, 80, 90 et 90 et plus, la proportion de gens qui ont 3, 4, 5 maladies est à peu près de 50%, quand on prend les 80 ans et plus. Donc ça concerne vraiment la majorité de notre population qui a des pathologies chroniques. Et donc on va voir impacter un petit peu les choses. Alors pourquoi? D'un point de vue un peu global, sans forcément rentrer dans le détail de la maladie chronique, ça peut être des insuffisances d'organes, ça peut être un cancer, ça peut être un diabète, on va voir un petit peu les choses après. On a besoin, pour faire face aux dérèglements métaboliques qui sont liés à la maladie, de plus d'énergie et de plus de protéines. Et donc il y a une augmentation des dépenses, une perturbation du métabolisme. Mais à côté de ça, souvent il y a de l'inflammation, il peut y avoir de la douleur, il peut y avoir des maladies qui nécessitent pas mal de traitements. Donc il y a plein de mécanismes qu'on va revoir un petit peu après qui font qu'on aggrave encore les problèmes d'apport et l'anorexie des gens. Et donc du coup la balance qui déjà n'est pas forcément très facile à équilibrer chez le sujet âgé, elle va se déséquilibrer. Et donc avec le temps, c'est les 2-3 kilos là qu'on disait, 1 à 2 kilos par an, qui peuvent arriver assez vite sur une décennie à faire perdre quand même 10 kilos à une personne âgée. Donc ça c'est les situations, on va dire, relativement chroniques, quand il n'y a pas forcément de phase aiguë, ça pose déjà problème. Ça pose déjà problème parce que finalement, plus on maigrit, plus la pathologie chronique, ça peut être vrai pour l'insuffisance rénale, pour quelqu'un qui va être diabétique, pour quelqu'un qui va être insuffisant respiratoire, quelqu'un qui a un cancer, plus on est dénutri, plus le pronostic de la maladie est mauvais. Et plus le pronostic de la maladie est mauvais, en général, la maladie devient grave. Oui. En termes de qualité, oui, il n'y a pas vraiment de différence, et vous avez en plus des micronutriments. C'est-à-dire que si vous complétez effectivement avec ça, ça vous aide à atteindre aussi vos besoins en micronutriments. Après, encore une fois, ça n'est pas fait pour être l'alimentation de base du patient. De toute façon, c'est quelque chose. Si vous buvez que des compléments alimentaires, c'est comme si vous aviez une nutrition entérale. En fait. C'est exactement la même chose. C'est les mêmes produits en pratique. En termes de concentration, ça varie un peu, mais c'est la même chose. Donc la nutrition entérale, c'est pas toujours très bien toléré, en particulier chez les gens qui sont déjà très dénutris. Quand vous apportez une alimentation très concentrée sur un tube digestif qui a plus l'habitude de voir arriver des nutriments en si grande quantité, ça se passe pas très bien en termes de tolérance digestive, et ça peut aussi, même d'un point de vue métabolique, ionique, sanguin, pas très bien se passer aussi. Donc les compléments alimentaires, clairement on en a besoin, c'est vraiment quelque chose de très utile, mais il faut faire la démarche de l'alimentation globalement chez le sujet âgé, avant de se dire, voilà, j'ai prescrit le complément alimentaire, on passe à autre chose, et puis voilà. Ça c'est sûr que ça ne marche pas. Bon, les réhausseurs de goût, je vais aller assez vite pour la fin pour ne pas vous mettre trop en retard. Le fait d'épicer un tout petit peu les plats, globalement ça marche. Enrichir les plats, ça marche que quand on enrichit les plats. C'est-à-dire que quand vous arrêtez d'enrichir, ça marche plus. Mais ça paraît bête de le dire, mais quand vous arrêtez de le faire, les gens ne continuent pas à manger comme avant, ils ne vont pas réclamer d'avoir du beurre. Encore une fois, si vous dites, la régulation et l'homéostasie ne marchent pas. Donc le patient ne va pas faire la démarche lui-même d'aller chercher les choses. Donc si vous enrichissez l'alimentation, il faut continuer sur la durée tant que le patient est dénutri. Donc l'utilisation des CNO, voilà, l'HAS avait prévu en fonction du degré de dénutrition et des apports actuels par rapport aux besoins, de réguler un petit peu leur utilisation. Mais c'est vrai qu'ils sont effectivement très très largement prescrits, mais finalement très très largement pas consommés. Pratique. Bon, donc ça je vais passer là-dessus. Alors quand on les consomme, les compléments alimentaires, donc là c'est des sorties d'hospitalisation. Quand on donne des compléments alimentaires,
on arrive un tout petit peu à augmenter la force musculaire, peut-être des fois un petit peu le poids, mais c'est pas évident. Par contre, là où ça marche mieux sur l'autonomie et sur le côté fonctionnel, c'est quand on fait à la fois des compléments alimentaires, mais aussi des conseils diététiques, de la vitamine, de l'activité physique, etc. Donc en gros, ça pour dire que l'alimentation, et le CNO en particulier, mais si vous faites que du purement alimentaire, ça ne marche pas. Il faut être un peu plus large, donc il faut que le patient bouge un peu, il faut qu'on arrive à diminuer les facteurs anorexigènes autour, sinon ça ne marche pas trop. Bon, ça diminue les réadmissions, ça peut augmenter un tout petit peu la force de préhension, mais ça globalement c'est à peu près la même chose. Donc ce qu'on disait, pour augmenter un peu l'observance des compléments alimentaires, il faut essayer d'adapter les textures, il faut les servir à la bonne température. Il y en a certains qui sont faits pour être servis froids, donc si vous les servez chaud, bah, c'est dégueulasse quand même. Enfin, vous avez tous goûté les compléments alimentaires. Donc ça c'est sûr qu'il faut essayer de s'adapter, alors autant que possible, parce que c'est pareil que chaque organisation des soins ne permet pas forcément ce genre d'adaptation-là. Je vous ai parlé un peu de vitamine D tout à l'heure, c'est un des aspects qui participe à l'anabolisme. Hein, je vous ai dit que ça avait un effet musculaire aussi qui n'était pas négligeable. Donc les gens qui sont carencés en vitamine D, si vous leur compensez leur carence, ils sont capables, quand vous faites une intervention nutritionnelle d'activité physique, de fabriquer plus de muscles que les gens qui n'ont pas eu de complément alimentaire. Les gens qui n'avaient pas de carence, bah, ça ne marche pas. Donc c'est bien qu'il y a un effet vraiment de la correction de la carence en vitamine D. Bon, globalement, c'est impossible d'avoir les besoins couverts si vous faites une alimentation orale, hein, donc les 5 plaquettes de beurre, les 150 œufs par semaine. Donc, c'est effectivement compliqué. Hein, bon. Donc, si vous mettez un peu au soleil à côté, et les sujets âgés, par définition, ne sont quand même pas énormément exposés au soleil, puisqu'ils sont quand même globalement moins dehors que la population adulte. Et le soleil n'apporte pas la vitamine D, la fixe seulement. Alors, il la rend efficace. Ça, c'est l'apport que vous avez besoin. Hein? Ah, le soleil n'apporte pas la vitamine D. Il faut avoir le reste. Enfin, vous êtes capable de la fabriquer. Vous êtes capable de faire quand même des choses. Au niveau de la synthèse, si vous avez un peu de soleil, un peu de cholestérol, vous êtes capable de fabriquer des choses. Parce que ça, effectivement, c'est si vous aviez absolument que des apports alimentaires. Mais souvent, il y a un peu un mix des deux. C'est l'un de ces produits-là dans la journée. Oui, c'est pas la seule. C'est pas dans les c'est dans les gens c'est même dans les voilà, c'est juste. En fait, si c'était que l'alimentation qui apportait, ce serait très très compliqué. Donc l'hydratation, c'est très important par rapport au problème de déglutition aussi, parce que du coup, quand il y a des troubles de déglutition, ça limite un peu l'apport en eau, et surtout quand vous êtes déshydraté, vous avez une bouche sèche, donc ça aggrave aussi le problème de déglutition. Donc il y a un problème aussi de cercle vicieux de ce côté-là. Et donc les apports en eau, quand je mets 2 litres au minimum par jour, ça veut dire au total, c'est-à-dire l'eau orale, plus ce que vous avez pris comme thé, café, l'eau contenue dans les aliments, à peu près 60% de 60-70% de ce que vous mangez, en volume. Et ça, c'est vraiment effectivement le minimum. Alors quand on est en période de canicule, là on va monter en général plutôt aux alentours de 2,5 litres, 3 litres. Hein. Donc ça fait quand même des volumes qui sont assez importants et que déjà un adulte jeune ne boit pas forcément. Et encore une fois, ce que je vous ai dit, le risque, c'est que la réserve du sujet âgé elle est beaucoup plus faible. Hein. Il a moins d'eau en lui pour faire face à une agression. Bon, l'activité physique, ça marche très bien sur l'aspect nutritionnel, mais ça a plein d'effets positifs ailleurs, hein, sur le moral, sur le risque de cancer, sur le risque cardiovasculaire. Donc il ne faut vraiment pas négliger cet aspect-là, et c'est vraiment un partenaire indispensable de la prise en charge nutritionnelle, parce que globalement la nutrition toute seule, encore une fois, ça marche pas très bien, et même chez les sujets âgés, et même chez les sujets âgés obèses, il y a quand même des possibilités de faire pas du sport en tant que tel, mais de l'activité physique et relativement adaptée à la situation de chacun. C'est cancérogène.
Donc, en gros, chez le sujet âgé, ce qu'on dit, c'est qu'on n'a pas besoin de monter en intensité. On peut faire des intensités légères à modérées. C'est pas la peine de vouloir faire un marathon. Et on n'est pas obligé de faire des durées d'activité physique aussi longues que ce qu'on recommande chez le sujet jeune, parce que tout simplement, on n'y arrive pas. Le sujet âgé se fatigue. Et donc, on fractionne plus. Et donc on recommande plutôt des activités qui durent 15 minutes, c'est plus physiologique et plus facile à tolérer chez un sujet âgé. Bon, globalement ça là-dessus, je vais passer. Ça c'est intéressant, en gros ce que je vous disais tout à l'heure, si vous prenez des sujets âgés, que vous leur faites faire soit de l'activité physique, soit vous leur donnez un complément alimentaire, soit les deux, si vous donnez juste le complément alimentaire, ça ne marche pas beaucoup mieux que de rien faire. Si vous donnez le complément alimentaire avec l'exercice physique, ça marche très bien, mais ça marche quand même un petit peu mieux que si vous faites que de l'activité physique et que vous ne donnez pas le complément alimentaire. Mais ce qui est vraiment, et ça c'est des études qui ont été reproduites sur différentes modalités, si vous faites l'un sans l'autre, ça ne marche pas très bien. Et ça a vraiment un effet synergique de faire les deux. L'impact des pathologies courantes. Donc on a parlé de l'obésité, les troubles cognitifs. Donc globalement, ce qui est vraiment important, c'est tout ce qui va être de l'ordre des troubles du comportement, pas forcément dans les troubles cognitifs très évolués, mais quand on a des troubles cognitifs, on a plus souvent une modification de l'appétit. Ça fait partie des manifestations précoces de maladie d'Alzheimer, une modification du goût. Donc là-dessus, il faut essayer effectivement de jouer sur l'assaisonnement. La planification, tous les troubles praxiques des fonctions supérieures vont être perturbés dans le cas de troubles cognitifs. Donc la planification des courses, de la préparation des repas, voire l'oubli du repas, tout ça, ça va être perturbé. Donc il faudra une aide extérieure. Quand le patient commence à déambuler, à s'agiter, etc. Donc là-dessus, à chaque niveau de trouble du comportement, il peut y avoir une façon de s'adapter. Alors l'agitation, la déambulation, il faut essayer de laisser de l'alimentation relativement accessible aux patients et de faire des prises alimentaires beaucoup plus fractionnées. Essayer de limiter un peu les distracteurs. Dès qu'il va voir quelque chose qui se passe dans son champ de vision, il va forcément quitter sa cuillère des yeux. Donc c'est des petites choses un peu basiques, mais qui sont particulièrement importantes dans le cadre des troubles cognitifs. Dans le cadre de la dépression, il y a en général une baisse de l'appétit. Alors, il peut y avoir des phénomènes d'hyperphagie, mais c'est mineur, mais vraiment mineur de chez mineur chez les sujets âgés. C'est plus le cas chez les sujets adultes jeunes d'avoir une augmentation des apports. Donc en gros, ils mangent moins et surtout ils bougent beaucoup moins. Donc sur le côté musculaire, c'est clairement des effets délétères qui sont plutôt synergiques. Et là aussi, au niveau des micronutriments, il y a quelques études qui montrent qu'on peut être carencé en vitamine C, en vitamine D. Si on corrige certaines de ces carences-là, on améliore un petit peu, on diminue en tout cas le risque de faire une dépression. Donc c'est aussi des choses qui marchent dans les deux sens, entre l'alimentation et l'alimentation. Bon, les insuffisances d'organes, je passe assez vite, mais globalement la proportion de dénutrition est très importante, que ce soit respiratoire, rénal, cardiaque, etc. À chaque fois, il y a en général de l'inflammation, de l'insulinorésistance. On a des dépenses énergétiques qui augmentent un petit peu, et à côté de ça, une anorexie qui est liée à différents mécanismes, que ce soit l'hypoxie, l'acidose, les problèmes de malabsorption, l'insuffisance hépatique. Donc il y a beaucoup de choses qui déséquilibrent encore plus selon l'insuffisance d'organes, la balance qui déjà n'est pas forcément facile à équilibrer chez le sujet âgé. Alors les régimes, du coup 2-3 petits exemples de régimes, enfin 3 exemples exactement. Le régime avec hypocholestérolémiant, donc c'est des études de sujets 85 et plus, tout ça c'est des études finalement qui ne sont pas forcément très récentes, mais pas très connues de la population des spécialistes d'organes. Dans cette population-là, alors que chez le sujet plus jeune, vous avez des belles courbes qui disent que moins vous avez de LDL cholestérol, meilleur votre pronostic est. Chez le sujet âgé, si vous faites baisser
votre taux de cholestérol ou votre LDL cholestérol, soit ça n'a aucune influence, là en l'occurrence c'est le cholestérol total avec le risque de maladie cardiovasculaire, soit il y a une surmortalité, cholestérol total, là il y a une augmentation du LDL cholestérol total associée à une réduction de la mortalité. Donc c'est tout le contraire en fait de ce qu'on observe chez le sujet jeune. Donc c'est quand même assez important et c'est ce qui explique que finalement là, les régimes et certains médicaments, ils n'ont plus leur place dans cette population-là. Chez les diabétiques, il y a à peu près le même principe. Il y a vraiment très peu d'études chez les 80, 85 et plus qui montrent l'intérêt d'un régime restrictif diabétique par rapport à un régime normal. Par contre, l'activité physique, ça reste toujours bénéfique. Le fait d'avoir une alimentation avec un peu de fibres, etc. Donc certaines recommandations qui ont été faites associées à l'équilibre alimentaire restent valables. On considère, nous, qu'en gros, il faut un régime équilibré chez le diabétique, mais en gériatrie, on n'a plus aucun patient qui a des régimes. Que ce soit diabétique, hypertendu, quoi que ce soit, on n'a pas de régime. Jamais, en fait. On n'en a pas besoin. Parce que la personne qui arrive parce qu'il a fait l'œdème aigu du poumon, le cardiologue nous dit que c'est quand même encore une indication à mettre un régime sans sel, mais le monsieur qui arrive avec un œdème aigu du poumon, qui est en train de s'étouffer, il n'est pas en train de se jeter sur ses plateaux et à manger ses plateaux. Donc il ne mange pas les 4 grammes, 5 grammes de sel qui sont déjà, pas beaucoup, mais qui sont déjà sur les plateaux. Donc en fait, le régime sans sel chez quelqu'un qui est dans une phase aiguë et qui ne bouffe rien, c'est pas vraiment de sens, parce qu'il ne bouffe rien, donc il ne mange pas du sel tout seul. Donc de toute façon, il est en régime sans sel de fait. Donc c'est pas... Quand il y a une phase chronique à la maison, on a beaucoup d'autres façons d'adapter les traitements, et en plus de ça, ça ne montre plus d'effet positif d'être restrictif par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on ne diminue pas le risque de faire des réadmissions à l'hôpital, de faire des nouvelles épisodes de décompensation ou la mortalité cardiovasculaire. Et on aggrave la mortalité des fois de toutes causes, dans le diabète, dans l'hypertension, l'hypercholestérolémie, parce qu'on induit des dénutritions et des complications iatrogènes. En fait. Pourtant, on a régulièrement des gens qui sortent de l'hôpital, en clinique, qui sont mis, de gens très âgés, déposants, qui sont mis en régime sans sel, sans sucre. Voilà. Et quand on demande, c'est très loin, ah bah oui, le médecin m'a mis sur le chirurgien. Mais parce que le médecin prescripteur, le plus souvent, l'a vraiment fait. Et ça, j'en doute pas, parce que c'est ce que je vois encore très largement des gens qui sont à Bichat. Dans des services de médecine interne. Ouais. Mais encore une fois, la médecine interne n'a pas forcément le même point de vue que la gériatrie sur certains de ces aspects-là. Mais encore une fois, c'est plus une question de bon sens. Là, du coup, nous, en tant qu'évidence gériatrique, on n'a pas de preuve qu'il faut faire ces régimes-là, et on a des preuves pourquoi ils sont délétères. Sans parler des structures modifiées, de gens qui n'ont pas besoin. Parce que c'est beaucoup plus simple de ne pas avoir à aider la personne à couper sa viande, donc on la place et on prescrit du coup. C'est le même principe que le complément alimentaire posé sur la tablette pour ne pas avoir à s'embêter. Pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un pis-aller, c'est se dédouaner d'un problème qui est complexe, avec une réponse qui est pas adaptée et qui est simpliste.